écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Alors on va partir ensemble vers 48 avant Jésus-Christ. Jules César défile à Rome, ça s'appelle un triomphe. Il défile avec ses trophées de guerre, il vient de vaincre les Gaulois. Donc Vercingétorix fait partie de ces captifs de guerre qui défilent derrière César. Mais également un petit garçon de 5 ans qui a vu son papa défait dans les guerres d'Afrique. Ce petit garçon de 5 ans deviendra Yuba II. Et le père défait par César dans les guerres d'Afrique s'appelait Yuba I. Alors pour nous parler de cette période, Mustafa Kadeli est avec nous. Bonjour Mustafa. Bonjour Reda, bonjour aux auditrices et aux auditeurs en lui. Alors est-ce que j'ai dit des bêtises là sur cette intro? Non, c'est bien scénarisé, hein. En tout cas. Alors Yuba II, donc né en moins 52, défile avec César et il fait toute sa formation à Rome. C'est bien ça? Oui. Il est élevé dans le palais. Dans le palais. Et il est romanisé, c'est bien ça, on peut dire romanisé? Romanisé, bon, il faut préciser un petit peu les mots, surtout qu'il y a aussi une certaine Cléopâtre qui était avec Marc-Antoine, hein, et qui nous ont donné Cléopâtre Sélénée, qui va grandir également à Rome et qui va devenir l'épouse de Yuba II, et ils vont venir chez nous comme roi et reine de Mauritanie. D'accord, alors attends, qu'on soit bien clair. Donc Yuba II était marié à Cléopâtre Sélénée, qui est la fille de Cléopâtre, qu'on connaît. D'Égypte, fameuse Cléopâtre. D'accord. Oui. Donc sa belle-mère, c'était Cléopâtre. Absolument. Tout ce beau monde a vécu à Walili ou à Volubilis, à côté de Myknès. D'accord. Alors, Yuba II récupère, une fois adulte, le royaume de son père, oui, en tant que représentant de Rome, c'est bien ça? Oui. Alors moi j'ai un protectorat, on appelait cela. Un protectorat. Moi j'ai un problème, hein, excuse-moi, je suis complètement perdu. Ouais. Yuba, il faut le voir comme un roi amazigh, comme un roi un romain, comme un africain, comme comment ça se passe à l'époque? Il est tout à la fois, parce que son père Yuba I était roi de Numidie. Oui, alors c'est où la Numidie? La Numidie, ça correspondrait plutôt aujourd'hui à l'Algérie, le pays des nomades, paraît-il. C'est le mot qui nous a donné nomade parce que c'est la région des Aurès, de Sirta, ce qu'on appelle Constantine aujourd'hui. C'est l'ancien nom de Sirta. C'est là, justement, à Constantine, absolument, que Yuba I a été défait absolument par César. Tu peux nous raconter, parce qu'il paraît qu'il serait suicidé, c'est ça? Oui. C'est pour ça qu'il n'a pas défilé dans le triomphe, que c'est son fils qui a été captivé. C'est César, dans sa guerre d'Afrique, en 47-46 avant Jésus. Et donc, bien sûr, elle est dans un processus de conquête de pouvoir. Il ne faut pas oublier que César était un tribun, était un avocat. Au début, il était sénateur, il n'était pas encore empereur. Et puis, il a réussi à s'imposer au niveau de Rome. Et puis, pour l'anecdote, paraît-il, il a eu déjà une histoire avec Yuba I parce que il y avait un procès, une histoire, etc. Et puis, il défendait quelqu'un, un client. Et il s'est bien disputé avec Yuba I, qui était en conflit avec un client, etc. Donc il y avait quelque chose d'antérieur. Quand César devient empereur, bien sûr, il s'impose au niveau de Rome d'abord, et ensuite il essaie de récupérer l'empire, parce que c'est classique dans les histoires d'État, quand quelqu'un de nouveau vient, une nouvelle dynastie, un nouveau roi, un nouveau empereur, il y a toujours ce qu'on appelle de l'instabilité. Donc il va faire de la guerre un peu partout. Quand on parle de l'empire de Rome, c'est quand même jusqu'à la Grande-Bretagne, jusqu'au sud de l'Allemagne, dans la ville de Trèves, ou la ville de Trier, là où Karl Marx était né, donc toute la Gaule, la France, partie de la Suisse, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, toute la Méditerranée du Nord, la Méditerranée orientale, ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, Israël ou la Palestine, ou l'Égypte, de la Libye jusqu'à Tanger. Mais ce qui est particulier dans notre cas, c'est que ce qu'on appelle la zone du Lim, c'est-à-dire juste une toute petite bande de côtière qui dépendait de Rome. Le reste de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc et même l'Algérie n'en dépendait pas. Donc César entreprend des guerres un peu partout pour s'imposer à ses propres gouverneurs, bien sûr, et aussi aux populations qui en dépendaient. Et c'est pour cela que les armées étaient très multi-ethniques, si j'ose dire. On a des traces de ce qu'on appelle les Mauritaniens, on va en reparler,
qui était en garnison en Angleterre et qu'on a trouvé, les archéologues ont trouvé des traces de Chinous d'ici du Maroc en Angleterre, comme il y avait d'autres qui étaient en garnison en Espagne, et des gens d'Espagne, enfin l'Hispanie était en garnison en Libye, par exemple les gens de Libye étaient en garnison en Grèce, les gens de Grèce étaient en garnison en Égypte, les gens d'Égypte étaient en garnison... C'était les casques bleus, quoi. Non, c'est ce qu'on appelait les légions romaines, parce que effectivement c'était ce composite, mais c'est une technique classique, hein, c'est-à-dire on prend les soldats, les gens d'un pays pour les imposer ailleurs et vice-versa, comme ça on est sûr et certain qu'ils vont continuer à faire le boulot. Donc César engage ces guerres, comme vous avez dit, sur la Gaule et aussi en Afrique. Alors quand on dit l'Afrique dans le temps ancien, ça correspond aujourd'hui à la Tunisie. D'accord. C'est ça l'Afrique historique. Quand on dit la guerre d'Afrique pour César, c'est la guerre en Tunisie. Ça se passe en Tunisie, l'est de l'Algérie aujourd'hui, c'est-à-dire entre Carthage et Constantine. Ensuite, et c'est là où il défait Yuba I. Et c'est là que Yuba I était allié avec un autre roi dont j'ai oublié le nom. Ils étaient alliés contre César. Et paraît-il, la légende raconte que Yuba I avait demandé à ses administrés de lui fermer la porte de la ville s'il revient vaincu. Or, il n'a pas vaincu, il n'est pas vaincu non plus parce qu'il a déserté, il a laissé son collègue face à César qui a été défait par César, et les habitants n'ont fait qu'appliquer ce qu'il avait demandé, c'est-à-dire de lui fermer la porte. Et même ses enfants, ils ont refusé de lui donner sa femme et ses enfants. Donc du coup, il s'est suicidé effectivement, et c'est là que César vient prendre la ville, de facto, et prendre la famille de Yuba I, et c'est là que Yuba II, l'enfant de 5 ans, se retrouve à Rome. À Rome, dans ce fameux triomphe, voilà. Défilant à côté de Vercingétorix. Absolument. Donc il grandit à Rome et il fait beaucoup d'études, c'est ça? C'est quelqu'un de brillant, Yuba II. C'est quelqu'un qui a une énorme connaissance, culture générale, zoologie, botanique. Beaucoup. Histoire. Voyageurs. D'abord, c'est extraordinaire. Pendant l'époque coloniale, les archéologues ont découvert son buste. Juste la tête, un peu de la poitrine jusqu'en haut, le buste en bronze. Il y a un buste à Volubilis. Hein. Non, il est au musée archéologique de Rabat. Oui, mais il a été trouvé à Volubilis. Donc, si vous voulez voir Yuba II... absolument. Voilà. En chair et en os presque, hein, j'allais dire, mais bon, avec les cheveux bouclés, tout jeune. Ah ben justement, quand on regarde la tête de ce buste, alors je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient réalistes à l'époque, mais on voit le buste classique de l'empereur romain, enfin, ou du notable romain tel qu'il est... Peut-être, mais peu importe. En tout cas, ça fait partie de la mémoire du pays, de l'histoire du pays. Et puis aussi, quand on dit l'Empire de Rome, c'est un conglomérat du peuple. C'est pas un peuple. Les Romains, c'est, pour moi, même si on veut appliquer les théories dites modernes aujourd'hui, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un peuple. C'est un conglomérat de peuples soumis à une seule autorité, avec une certaine hiérarchie. Il y avait les citoyens et les non-citoyens, les esclaves. Il y avait toutes les colonies, si on peut utiliser le terme, toutes les régions qui composaient l'Empire de Rome étaient représentées au Sénat. Et c'est là qu'on a inventé le latin comme langue de communication entre les sénateurs, puisque chacun venait d'une région et chacun parlait son charabia, si j'ose dire, sa langue, etc. C'est à ce moment-là que commence cette langue latine. Et c'est là que commence un système d'enseignement avec cette langue. Donc Yuba II, oui, il est éduqué dans la cour. Il faut bien maîtriser les chevaux, il faut apprendre aussi à lire et à écrire, et puis apprendre les sciences, etc. Et une fois il est devenu grand, et s'est marié avec Cléopâtre, c'est la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine, et elle est envoyée par César à la Mauritanie, ce qu'on appelle la Mauritanie tangitaine, qui était une sorte de petit État indépendant, mais soumis à un traité de protectorat, parce que le protectorat, quand les Français et les Espagnols arrivent au Maroc au début du siècle, ils ne font que reprendre un principe politique qui existait dans ce qu'on appelle le droit romain. Parce que aussi l'Empire de Rome, il y avait des régions avec un contrôle direct, il y avait un gouverneur, et il y avait des zones sous protectorat. Et des zones sous protectorat, c'est-à-dire ils sont autonomes, indépendantes, mais ils sont soumises à la politique générale de l'empereur. Alors cette zone géographique là que dirige Yuba II, elle couvre quel territoire qu'on connaît aujourd'hui? C'est un peu la région de Cès. C'est-à-dire entre Fès, enfin, il n'y avait pas encore Fès, Meknès, la capitale s'appelle Walili. Walili, en tamazirti Alili, c'est le laurier rose. D'où la déformation phonétique en latin que Alili qui devient volubilis, par le système de préfixe et suffixe, parce que la langue latine a été construite comme ça. On prend la racine d'un mot d'une langue du bassin méditerranéen, on lui met un préfixe et un suffixe, et justement, quand on visite les lieux, il est toujours là. Ça dépasse les frontières du Maroc actuel, non? Puisque je crois que son tombeau est en Algérie.
Il a été enterré à l'ouest de l'Algérie, je crois, parce que en Algérie, on dit Qabr Rumia. D'ailleurs, on l'appelle Qabr Rumia, c'est une sorte de pyramide. Mais justement, parce que j'ai parlé de ça, c'est-à-dire le lieu où se trouve Volubilis, ce qui est sûr et certain, c'est que la Mauritanie tangitaine, c'est-à-dire qui dépendait du gouverneur de Tanger, c'était le Lims qui allait vers la côte. Et comme les frontières d'aujourd'hui, c'est des frontières coloniales, il y avait la Numidie orientale, la Numidie occidentale, et puis il y avait la Mauritanie qui allait jusqu'à Tipaza, peut-être même jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie, allez savoir. Mais bon, c'était des frontières un petit peu floues, flottantes, et surtout qu'elles étaient en contact avec le Lims qui dépendait directement des autorités de Rome. Pourquoi on parle aujourd'hui de Yuba II? Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire Il nous a laissé un bouquin. Il a voyagé jusqu'à, paraît-il, alors c'est curieux, hein, c'est extraordinaire. Les îles Canaries. Les îles Canaries, surtout un fleuve qu'il a appelé le Nil. Alors, c'est rigolo. C'est pas le Nil d'Égypte. C'est l'hypothèse, soit le fleuve Sénégal, soit le fleuve Niger. Mais pourquoi Yuba II appelle ces deux fleuves Nil? Il n'est pas le seul. Même au Moyen-Âge, on a des chroniques en arabe, même une chronique de la fin du 19e siècle sur l'épopée de l'Hajj Omar Tall, qui est un grand résistant face à la colonisation française au Sénégal et au Mali. On utilise le mot Nil pour désigner les grands fleuves. Et pour beaucoup d'historiens, on dit, on croyait que le Nil d'Égypte avec le fleuve Niger avait la même source, etc. C'est pour ça qu'on confondait les deux, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour la simple raison, mais qu'est-ce que ça veut dire le Nil, d'abord? Pour qu'on puisse, le mot Nil, quelle langue? D'ailleurs, vous voyez en Égypte aujourd'hui, ils disent pas Nahr al-Nil, ils disent Bahr al-Nil. C'est une mer pour eux. Or, en Tamazirt, il, c'est le Bahr. Donc, ça s'explique de lui-même, tout grand fleuve. Moi-même, j'ai un collègue qui a fait un excellent livre sur Taztat, M. Septi. Il a trouvé dans un manuscrit du Moyen-Âge que quelqu'un a qualifié au bout grec qui sépare Rabat de cela de Nil. C'est-à-dire, dès qu'on a un grand truc, ça fait penser à la mer. Et absolument. D'ailleurs, le poisson, comme par extension, il y a ce Winil, Dial Bahar. On va revenir à Yuba II et ses voyages. Là, tu parlais du fleuve Niger ou du fleuve Sénégal. On revient sur les îles Canaries. Ils ont été nommés, alors j'ai lu ça quelque part, hein, tu me corriges, îles Canaries à cause du chien en latin, parce que il y avait des chiens féroces sur cette île. Et de cette expédition, ils ramènent des chiens. Et les chiens qu'on retrouve aujourd'hui sur le blason des îles Canaries. Il les mentionne effectivement, parce que dans son livre, je signale que, par exemple, j'ai lu un livre sur l'histoire de l'enseignement à l'école normale supérieure en France. Et jusqu'à la veille de la conquête coloniale de l'Afrique par les Français, la seule source d'information dont ils disposaient sur le Sahel, c'est le livre de Yuba II. Ils ont continué à l'utiliser dans l'enseignement jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire pratiquement jusqu'au moment où les forces françaises arrivent un peu au Mali, au Tchad, etc., à partir du Sénégal. Ils en savaient pas trop. On peut parler d'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui décrivait ses voyages, je sais que parlait également d'un passionné de culture, on peut dire ça pour Yuba II. Culture, lettres et tout ça, parce qu'il faut qu'en parlant de Yuba II, il avait un médecin qui s'appelle Oforb. À qui il a donné la plante. Exactement. Et paraît-il, ce médecin a découvert des vertus à cette plante aujourd'hui qui nous donne l'un des meilleurs miels, parce que c'est quand même c'est un poison aussi. Mais les abeilles qui se nourrissent de la fleur de cette plante qui fleurit en été, en plein mois d'août, quand il fait très 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 chaud, c'est à ce moment-là qu'elle fleurit. C'est pas comme les autres plantes qui fleurissent au printemps. Et donc il en découvre des vertus et il dit à partir d'aujourd'hui cette plante va s'appeler Oforb. Du nom du médecin de Yuba II. En quelle langue il écrivait ses livres? En latin. En latin, d'accord. En latin, c'était la langue du savoir à l'époque. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la langue latine est une fabrication de l'élite comme moyen de communication entre les sénateurs qui viennent de toutes les régions de l'Empire. C'est très important. C'est-à-dire le latin, c'est pas une langue d'une région qui s'est imposée par la force, etc. Non. C'est un modus vivendi. C'est pour cela qu'on la trouve composée de toutes les langues de la Méditerranée, y compris Tamazirt, le plus ancien roman de l'Antiquité qui est arrivé jusqu'à la modernité, celui d'Apulée, les Métamorphoses ou Landor. Il l'a écrit en latin et le titre en latin
Je peux le dire aujourd'hui à n'importe quel amazighophone, il va le comprendre. Asnus auras. Asnus, c'est l'anon, la lane. Auras, c'est la couleur ocre. Et on a encore aujourd'hui des gens qui désignent le cheval dont la robe est ocre par auras, comme la montagne des auras de l'Algérie, qui sont une montagne ocre. Alors, quand on dit Asnus auras, c'est le plus ancien roman écrit dans l'Antiquité qui est parvenu à la modernité. N'était pas le seul, sauf que celui-là est arrivé jusqu'à chez nous et il est aujourd'hui enseigné dans l'agrégation. Il y a plein de contes que moi, personnellement, j'ai entendu de ma propre grand-mère qui se trouve dans ce roman qui s'appelle Les Métamorphoses. Moi, quand j'ai lu l'histoire de Yuba II, je vais te dire ce qui m'a frappé. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait donc des Romains qui étaient des blonds pour aller vite, qui sont venus s'installer un petit peu dans cette Afrique du Nord qui était peuplée de Amazirs. Donc, on est bien avant l'arrivée de l'islam. On est même avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et une sorte de domination comme ça, je sais pas comment considérer, voilà, domination étrangère. Et donc quand je découvre Yuba II, qui est un chef romain indigène, puisque c'est comme ça qu'il le présente dans la littérature, je suis un petit peu perturbé dans mes impressions. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cet empire romain? Vous savez, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui n'a pas construit son passé. Le passé est une construction. C'est-à-dire, il y a le passé qui s'est passé réellement, et puis il y a un passé composé, qu'on compose pour les circonstances. À un moment donné de notre histoire, on a eu le colonialisme. Et à partir de ce moment-là, la science, la mission scientifique devient un élément fondamental dans la justification du projet colonial, par la mission civilisatrice, etc., etc. Et les Français, les Espagnols, les Italiens en Libye, tout le monde se présentait comme le représentant de l'héritage dit romain et que cet héritage romain leur appartient, à eux les Européens, parce qu'ils croyaient que c'était la continuité de la chrétienté, etc., etc. Bon, déjà, avant la chrétienté, on est d'accord là. Oui, avant la chrétienté, même après la chrétienté, en tout cas quand l'Empire devient chrétien ou quand la chrétienté s'installe. Non, mais ils se présentent aussi comme les héritiers de l'Empire romain, aussi au regard d'une réalité géographique. C'est quand les Italiens arrivent en Libye, bon, Rome est en Italie, donc oui, il y a ça aussi qu'il faut. Et les Français qui étaient une colonie dite romaine, alors au nom de quel droit? Non, Je suis d'accord. C'est-à-dire on s'inscrit dans l'héritage. Franco fait la même chose côté espagnol, mais nous sommes dans le champ idéologique. Il n'y a pas de problème. Ça voulait dire quoi? Cette terre était romaine. Aujourd'hui, nous sommes venus la coloniser. Nous ne faisons que reprendre nos biens. Et une espèce de logique un peu naturelle de l'histoire. Nord-Sud, quoi. Et entre-temps, cette terre d'Afrique du Nord n'a connu que des conquérants. Et que les autochtones qui existent, ça c'est écrit noir sur blanc par Ernest Renan, les habitants ne peuvent vivre heureux que sous domination étrangère. Et aujourd'hui, malheureusement, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on continue à développer cette perception étrangère de notre histoire. Ce que tu es en train de dire, pour être clair, c'est que l'Empire romain est quelque chose qui nous appartient aussi, c'est ce que tu veux dire? Bien sûr, il y a plus d'empereurs africains, c'est-à-dire tunisiens, si j'ose dire, ou numites, que d'empereurs français et espagnols à Rome. Septime Sévère, qui était l'un des grands empereurs connus dans l'histoire de Rome, entre autres, c'est d'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique, je précise, à l'époque, c'était la Tunisie d'aujourd'hui. Mais tout ça, c'est les manches de l'histoire parce que il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ça, entre autres un Américain qui a publié un livre qui s'appelle Lies My Teacher Told Me, les mensonges que mon prof m'a racontés. Et il a fait une étude des manuels d'histoire aux États-Unis. Comment aux États-Unis on parle de l'esclavage, des natifs, etc. Et comment on switch d'une vérité à une autre, d'un mensonge à un autre. On essaie d'ajuster. Puis on intègre les Noirs, on intègre les Amérindiens, les Autochtones, on intègre les femmes dans l'histoire, petit à petit, etc. Et c'est ce qui est passé un peu partout. C'est-à-dire on ajuste un petit peu le passé dont on parle parce que le passé, surtout depuis la modernité, depuis le début des mouvements nationalistes, chacun a essayé de montrer que j'ai une histoire nationale depuis toujours. J'ai une grande histoire, j'ai une longue histoire, j'ai une belle langue, j'ai une belle religion, j'ai une belle tête, je suis le meilleur par rapport aux autres. Ça, c'est lié au nationalisme qui essaie de se valoriser et de dénigrer les autres. Parce que l'un des problèmes des projections sur le passé, on le pense d'une manière nationaliste. C'est-à-dire, on prend une donnée d'aujourd'hui du 20e ou du 21e siècle et on essaie de se projeter dans le passé. C'est comme, par exemple, en Algérie, pendant longtemps, ils ont présenté les Almoravides, les Almohades et les Mérinides comme des Marocs. C'est-à-dire, le Maroc sont historiquement des envahisseurs.
Or, c'est archi faux, puisque les Almoravides sont des Sanhaja, et les Sanhaja, il y en a en Libye, en Tunisie, en Égypte, donc c'est une alliance des Sanhaja qui nous ont donné l'Empire almoravide. Ou bien les Mérinides, c'est les Znata, donc c'est une alliance de l'ensemble des tribus des Znata qui existent encore en Libye jusqu'au Maroc, qui nous ont donné cette dynastie. On ne peut le prendre ni pour Marocains, ni pour Tunisiens, ni quiconque. Sauf qu'ils avaient leur capitale à Marrakech ou à Fès, mais c'est pour cela qu'on a d'autres capitales qui s'appellent Alger, qui nous a donné Algérie, Tunis, Tunisie, Marrakech, Maroc, parce qu'on avait, les sultans avaient plusieurs capitales et bougeaient dans ces espaces-là, et en plus de Cordoue ou de Séville. Le second volet, c'est histoire de justifier la position par l'impérialisme colonial des colonies, ce prétexte de reprendre un héritage romain, ce prétexte que ces gens-là n'ont jamais construit des États, ce prétexte que de toute façon ce ne sont que des barbares qui ne valent rien. Ils ont connu la succession si je prends dans la chronologie, les Byzantins, les Vandales, les Phéniciens, les Turcs, les Arabes, alors les musulmans, même les musulmans deviennent un peuple, si j'ose dire, alors qu'on sait que c'est une confession, dès que vous vous convertissez, vous rentrez dans cette religion, mais ça ne veut pas dire que vous constituez un peuple comme veulent le faire savoir certains par la notion de Ummah, qui a été un petit peu modifié de son sens originel, parce que les gens, dans le temps, parlaient de Ummat Mohammed, c'est-à-dire les gens qui croient en Mohammed. Mais ça ne veut pas dire qu'ils parlent d'un État ou d'une nation, etc. Ils parlent des gens qui suivent la voie, parce qu'à l'époque, on avait les gens qui suivaient Sayyidna Moussa. Donc c'est comme ça que les habitants du pays se distinguaient entre ceux qui suivaient Sayyidna Moussa et ceux qui suivaient Sayyidna Mohammed, puisque Sayyidna Isa a disparu de chez nous à peu près vers le XIIe siècle, à peu près à l'époque almohade. Revenons à commencer avec Yuba II. On a fait un grand voyage dans le temps. Qu'est-ce qui reste du règne de Yuba II en Afrique du Nord? Et on parle de construction de temples, de palais, de ponts, de théâtres. C'est quelqu'un qui a développé son... On a la pyramide de Tipaza d'ailleurs. D'abord, Qabar Romia, le tombeau de la chrétienne, qui est toujours là. Malheureusement, on dit les pyramides, on pense en Égypte, mais il y en a encore pas mal. Ailleurs, en Libye et en Algérie. Et puis surtout cette ville de Volubilis, parce que on parle beaucoup de la ville, mais j'invite les gens qui veulent découvrir les lieux d'aller voir l'aqueduc qui est derrière Moulay Idriss Zerhoun, qui a amené l'eau d'une source très lointaine. Il y a un aqueduc sur 2 niveaux. On le voit pas quand on est à Volubilis, on le voit pas. Mais il faut aller à Moulay Idriss Zerhoun et prendre une petite route qui est allée derrière. Elle est juste derrière Moulay Idriss sur 2 niveaux. Et ensuite, Bab Tanja, c'est-à-dire la porte qui fait face à Moulay Idriss Zerhoun, il y a 2 canalisations, une souterraine et une sur terre. Et après, quand on visite les lieux, selon les mythologies de l'époque, le forum, le temple, le quartier industriel, si j'ose dire, avec plein de moulins à huile, avec une répartition, les moulins dont on a encore trace aujourd'hui, puisque jusqu'à une date récente, jusqu'avant l'électrification, on avait ce système. Alors à l'époque coloniale, c'est marrant, certains auteurs très connus de la science coloniale, ils rigolaient un petit peu, les Berbères, on les a trouvés en arrivant au XXe siècle dans l'état où les a laissés Rome. Il y a 15 siècles, il y a 16 siècles. C'est-à-dire entre le 3e siècle après Jésus et le début du 20e, rien ne s'est passé. Et puis dès qu'il aborde les Almoravides, il te dit ils sont musulmans. Et moi j'ai des étudiants qui croyaient que les Almoravides, ils étaient des Quraysh. On revient sur les écrits de Yuba II. Je crois qu'ils ont... où est-ce qu'on les retrouve, ces écrits? Ils ont été utilisés par qui? Jusqu'à la fin du 19e, l'école normale supérieure de Paris utilisait les documents, le livre, le voyage, c'est une sorte de voyage dans l'espace, et puis dans une découverte de l'espace, c'est-à-dire les descriptions des lieux. Et pendant le passage, il faisait ses observations sur la botanique, sur la flore, la faune, etc. C'est une sorte de carnet de voyage. Une sorte de carnet de voyage, absolument. C'est une sorte de cahier journal, en quelque sorte, il faisait du descriptif. Et c'était utilisé comme source en France sur l'Afrique subsaharienne. Puisque sur l'Afrique du Nord, on avait d'autres sources. On avait Lion africain, qui est quelqu'un qui a grandi au Maroc. Il a été piraté par les pirates et a été offert au pape vers début 16e. Il a été offert et il était un grand savant. Donc lui, il a documenté ça. Mais au sud du Sahara, c'était
C'était Yoba. C'était la seule source de Yoba, puisque aussi, vous savez, par le système des voyages, on a Yoba ou la Bonoptota ou la Lion africain. Quand ils arrivaient quelque part, ils demandaient des informations sur de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'il y a? Et donc, on leur donnait des descriptions orales. C'est-à-dire, ils n'ont pas traversé toute la savane pour arriver jusqu'au tropique. C'est pas le cas. Là, l'arrêt s'arrête au niveau du Nil, comme il avait dit, donc le fleuve Niger ou le fleuve Sénégal, probablement le fleuve Niger, mais le fleuve Niger encore, il est immense. C'est-à-dire, peut-être il est arrivé jusqu'à Timbuktu qui n'existait pas encore, ou peut-être Gao qui existait depuis très longtemps, puisque quand les Almoravides commencent au XIIe siècle, c'est-à-dire quelques 10 siècles plus tard, Gao était là, parce que c'est un grand hub commercial, comme on dit aujourd'hui, avec la savane avec les tropiques et ainsi de suite, et par-delà avec le Sahara, la Méditerranée, c'est-à-dire tout ce chaînon de commerce qui a fait l'histoire du Maroc, de toute l'Afrique du Nord, dans sa relation avec l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Ça sera tout pour aujourd'hui. On a essayé d'éclairer les auditeurs de Radio Ma'alif sur le règne de Yuba II et sur les rapports du Maroc ou de ce qui est le Maroc aujourd'hui ou l'Afrique du Nord avec l'Empire romain. Merci beaucoup, Si Mustafa. Merci à vous. Et on se retrouve dans un nouveau podcast parce que là, j'ai la tête qui chauffe. Bye bye. Merci. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.